Alors, je suis pas trop fan des formats debunk, mais là, c'est tellement gros que même le NTSB, qui est l'équivalent américain du Bureau Enquête Analyse français, a réagi sur Twitter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que depuis quelques jours, certains médias se sont emparés du rapport préliminaire publié par le NTSB le 18 juin dernier sur le crash d'un C-90 dans le Nouveau-Mexique, où malheureusement 4 personnes, 2 pilotes et 2 infirmières, sont décédées alors qu'ils faisaient une mise en place pour aller récupérer un patient au milieu de la nuit, alors qu'il y avait des opérations de brouillage GPS dans la zone. Alors, ça a commencé à partir dans tous les sens le 31 juillet dernier, quand Drone XL s'est mis à crier au scandale, et ça a été rapidement repris par d'autres médias comme Futurism, comme FactPost ou encore comme Wired, avant que l'Inde, qui a quand même des médias assez particuliers, je dois vous dire, dans certains cas, est partie complètement en cacahuète avec, par exemple, India Today, qui accuse en fait les Américains, l'armée américaine, d'être responsable de ces 4 morts. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est dans un premier temps de regarder ce que le rapport préliminaire nous apprend sur cet accident. Ensuite, de nous poser la question de l'impact du brouillage GPS sur la conduite d'aéronefs, que ce soit d'aéronefs plutôt légers ou d'aéronefs plus lourds, et d'essayer de voir s'il y a un bien fondé à ces accusations contre l'armée américaine. On fait tout ça juste après le jingle, et croyez-moi, avec nos petits ULM sur le bassin d'Arcachon, on n'a pas besoin de GPS. Jingle. C'était le 13 mai dernier, à 23h01 locale, alors qu'ils sont basés sur le centre de Roswell. Eh bien, ce petit opérateur se retrouve tasqué, comme on dit, à décoller pour faire une mise en place, pour aller récupérer à Sierra Blanca Regional un patient à transférer vers une autre ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette région des États-Unis, il n'y a pas énormément d'ambulances, et le recours en fait à l'aérien pour déplacer des patients est quelque chose d'assez courant. Vous y retrouvez souvent des pilotes assez jeunes qui sont en train de monter leurs heures, car aux États-Unis, si vous n'avez pas 1500 heures de vol, vous ne pouvez même pas postuler en compagnie aérienne. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont décollé pour un vol qui voulait être court, moins d'une demi-heure, à 23h52. C'était la nuit totale, il y avait zéro lune tout court. À partir de là, dans ces régions du monde, il fait extrêmement nuit, on ne voit pas grand-chose, et ils vont monter à 12 000 pieds, qui est largement au-dessus de l'altitude de sécurité. Point important, on va commencer par regarder la carte. Ils connaissent la carte, ils sont du coin. Vous avez Roswell, vous êtes sur des hauts plateaux, et vous avez visuel depuis Roswell quand il fait beau, des Capitan Mountains qui sont à 14 nautiques au nord-est de leur terrain de destination, qui sont en fait à 80 km de leur terrain de départ. Et cette chaîne de montagnes, elle monte très haut, elle monte à 3139 mètres. Et vous avez un petit peu plus loin également la Sierra Blanca Peak, où il y a d'ailleurs des stations de ski. Donc il n'y a pas beaucoup de relief dans la zone, mais il est connu, vous savez où il est, et les procédures visent entre autres à les éviter. Quand vous les posez à Sierra Blanca Regional en piste 24, vous passez sud de ce relief où il ne fait pas bon aller, surtout de nuit, sans visibilité. Maintenant, quand on regarde un petit peu le déroulé de ce vol, en préparation de mission, ils regardent les NOTAM, les Notice to Air Men. Pour la petite histoire, sous Biden, ils avaient changé le Men en quelque chose d'autre, mais c'est revenu à Notice to Air Men. Toujours est-il, lors de cette préparation, ils ont pris connaissance du fait qu'il y avait du brouillage GPS à attendre dans la région à cause de la base militaire de White Sands, mais également, s'ils ont bien préparé leur vol, ils ont vu qu'au niveau de Sierra Blanca régional, il y avait un NOTAM qui était que l'AWOS, AWOS, qui est en fait un système automatique qui vous donne des informations, et notamment la température et la pression sur zone, était hors service. Or, si l'AWOS de Sierra Blanca régional est hors service, vous n'avez pas le droit de faire des approches aux instruments sur ce terrain. 2 approches aux instruments sont possibles, l'ILS, où vous allez vous guider grâce à un faisceau, un signal qui vient du sol, ou l'AirNav. Vous allez vous guider grâce au GPS. Le GPS, l'AirNav n'est pas possible à cause du brouillage. L'ILS n'est pas possible à cause de l'absence d'informations sur la pression altimétrique. Et même si je vais être précis, aucune des 2 approches n'est autorisée parce que vous ne disposez pas de la pression altimétrique
sur le terrain de destination. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vol est parti alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas avoir d'approche aux instruments sur place. Et là, à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est légal ou pas pour cet opérateur. Vous prenez par exemple la plupart des compagnies aériennes, elles vont vous interdire de faire une approche à vue de nuit sans un backup instrument légal, pour information. À partir de là, ils sont quand même partis en vol, ils sont montés à 12 000 pieds. Il y a eu des petits soucis d'altimétrie, ils ont été détectés à 13 000. Et là, en fait, ils ont demandé un guidage vers un point qui allait leur permettre en fait de rejoindre l'ILS. Donc, regardez un tout petit peu la carte. Ça part vers le nord. Initialement, ils vont dire qu'ils ont ce petit problème d'altitude, ils vont dire qu'ils ont perdu le GPS. Et ce n'est pas le seul avion qui va l'annoncer, ça veut dire qu'il y a du trafic supplémentaire en fréquence. Et alors qu'ils ont annoncé qu'ils ont perdu le GPS, dans la foulée, ils demandent à faire une AirNav, ce qui est déjà pas légal parce qu'ils n'ont pas les conditions altimétriques du terrain. Et en plus, ce qui est un non-sens aéronautique, puisqu'ils viennent de perdre le GPS. Après, derrière, ils vont se corriger, ils vont dire qu'ils veulent faire un ILS et vont demander un guidage vers le point pour aller faire l'ILS. Mais le contrôleur aérien est très occupé. Ils ne vont pas se rendre compte par eux-mêmes qu'ils atteignent ce point. Ils vont poursuivre trop vers le nord. Après, en se retournant, ils vont voir les lumières de la ville à plus de 50 km. Ils vont dire c'est bon, on voit la ville, on veut passer à vue. Et ils vont se retourner, foncer vers la ville. Or, malheureusement, entre la ville et eux, il y a les montagnes. Il fait nuit, ils ne les voient pas. Ils commencent à descendre. Et malheureusement, ils vont se rendre compte qu'ils sont descendus dans le relief. Ils vont essayer de remonter et il va leur manquer environ 200 pieds. Ils vont taper la montagne. Ça va commencer d'ailleurs un feu de forêt et ça ne passera pas. Donc, ce qui est très intéressant dans ce déroulé, c'est que oui, il y avait du brouillage GPS. Oui, quand on rentre dans le préliminaire, on se rend compte qu'il y a des allers-retours entre le contrôle aérien et les militaires. Pourquoi? Pour leur demander en fait de couper le brouillage GPS par moment, mais qu'à minuit 8, l'équipage annonce qu'ils ont visuel sur la ville, alors qu'ils sont à 31 nautiques. Ils vont alors demander à continuer à vue. Et là, le contrôle aérien va dire aux militaires, vous pouvez renclencher le brouillage GPS. Et là, ils vont foncer vers la montagne. Alors, vous posez peut-être la question, quel est l'impact du brouillage GPS sur la conduite d'un C-90? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plupart des avions, au niveau de la tenue d'assiette, c'est du gyroscope, donc aucun impact. Au niveau du secours, hein, l'horizon secours, pareil, aucun impact. Au niveau de votre altitude, vous allez mettre un calage altimétrique dont il ne disposait pas pour le terrain d'arrivée, ce qui, encore une fois, pose des questions sur la légalité ou pas d'envoyer ce vol. Ça, aucun impact par rapport au GPS. Vous venez régler par rapport à l'altimètre et ça vous donne votre altitude. Vitesse cap, ça c'est pareil, normalement c'est pas censé être impacté. Sauf si vous commencez à avoir des systèmes comme on peut avoir sur ce genre de machine et on n'a pas les détails dans le rapport préliminaire où les choses commencent à être liées. Donc qu'est-ce qui peut être lié? Vous avez par exemple des systèmes de positionnement et de AirNav, ça forcément ça va être dégradé, ça ne va plus fonctionner. Votre ADSB, il peut se retrouver dégradé. Et on voit dans le compte-rendu préliminaire que quand il y a des brouillages, on a des informations ADSB toutes les minutes au lieu de toutes les secondes. Ils ont également un système de spider track. On a ça sur nos ULM également. Ça donne en permanence votre position en fait à l'opérateur. Donc ça aussi, ça va être dégradé. Tout ce qui est Terrain Avoidance Warning System, donc des systèmes qui vont vous dire que attention, il y a du relief, ou ce qu'on appelle également l'EGPWS, ça va être très dégradé également. Donc tout ce qui est anti-collision avec le sol qui fonctionne d'habitude avec le GPS, ça va être très dégradé. Par contre, pour ce qui est de votre navigation, le VOR, l'ILS, le DME, l'ADF, ça c'est résilient. Donc en fait, ce qui se passe quand vous perdez les GPS, vous vous retrouvez dans l'aviation que moi j'ai connue quand j'ai commencé il y a 25 ans. Donc c'est beaucoup moins précis, mais il y a des méthodes pour faire. Et vous êtes censé apprendre à l'ancienne, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, où il y a de plus en plus de brouillage GPS. À partir de là, votre position est peut-être un tout petit peu moins facile, vous n'avez plus votre point sur la carte, mais grâce au DME, grâce au VOR, vous êtes censé savoir où vous êtes en permanence. Donc si on veut résumer, le GPS est une plaque de sécurité supplémentaire à deux niveaux. Au premier niveau en termes de charge de travail, parce qu'il vous facilite votre conscience situationnelle. Au deuxième niveau, grâce à des systèmes, on ne sait pas si c'est embarqué, d'évitement de la collision avec le sol, qui fonctionnent grâce au GPS et qui peuvent se retourner contre vous quand ils sont brouillés, parce qu'ils peuvent vous faire tout simplement des fausses alarmes, ce qui vient vous gêner d'un point de vue conscience situationnelle et ce qui vient vous rajouter la charge de travail pour disregarder, comme on dit, pour mettre de côté ces fausses alarmes. Maintenant, comme vous le savez, un accident, c'est toujours une accumulation de facteurs. Le rapport va forcément, au final, se poser la question de est-ce que ce vol devait partir ou pas.
Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces 1000 pieds d'écart à un moment? Est-ce qu'il y avait un souci au niveau de l'altimètre? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'eux-mêmes fait leur virage et ont perdu la conscience situationnelle par rapport au point où ils étaient censés faire leur virage pour passer sud du relief? Pourquoi est-ce qu'ils ont continué vers le relief? Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé la descente avec le mauvais calage altimétrique? Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas revenus à la base, à savoir quelle est la minimum safe altitude qui était de, d'après les cartes, 11 500 pieds dans la zone où ils étaient et non pas 9 000 pieds. 9 000 pieds qui est utilisé par le contrôleur qui a pu fausser leur conscience situationnelle parce que leur contrôleur leur dit eh bien, qu'ils peuvent annuler l'IFR et qu'il faut rester au-dessus de 9 000 pieds. Or, l'attitude de sécurité, c'est 11 500 pieds dans la zone où ils sont. Bref, vous l'aurez compris, une multitude de petits manquements, une multitude de petits grains de sable qui, comme souvent malheureusement dans l'aérien, mis bout à bout, peuvent amener à l'accident. On va rajouter deux notions. La première, c'est l'illusion, le black hole effect, l'illusion trou noir qui a coûté la vie à Kennedy, c'était le 16 juillet 99. En gros, quand il fait la nuit totale, vous avez une perception de votre trajectoire, vous avez l'impression en fait que vous êtes plus haut que ce que vous n'êtes. Et ça vous amène souvent à descendre trop tôt, ce qui est arrivé à un des fils Kennedy qui est décédé dans l'accident de son avion. À l'heure actuelle, nous ne savons pas exactement quel était le bagage de l'équipage, ce qu'il y avait comme système dans l'avion, quel système de pilote automatique était allumé et s'ils ont récupéré des enregistreurs au niveau de la voix. Donc il y a encore beaucoup d'informations à sortir d'ici 2 ans. Deuxième point pédagogique, c'est la grande différence entre les avions entre guillemets légers et les avions de ligne. Sur un avion de ligne, vous avez à bord des centrales de navigation inertielle que vous n'allez pas retrouver sur des avions plus petits. C'est-à-dire que quand vous avez un souci avec vos GPS, par exemple sur un A350, vous pouvez sélectionner de quitter le mode hybride inertiel GPS pour n'être qu'en inertiel, qui dérive un petit peu, mais pas énormément. Quand vous êtes sur un avion comme un C90, vous n'avez pas les mêmes centrales à inertie, voire pas de centrale à inertie à bord, pas du tout le même niveau. Et donc à partir de là, c'est plus impactant pour vous de perdre le GPS. Même si encore une fois, vous avez les instruments à l'ancienne qui fonctionnent très bien. Je vous rappelle que voler dans les nuages ou voler de nuit, ça se fait depuis plus de 100 ans, plutôt en bonne sécurité. Il y a une méthode qui est par contre assez différente de celle de la moving map, de la carte qui bouge en temps réel pour votre GPS, avec votre GPS. On notera également l'accidentologie de ce qu'on appelle des CFIT, Control Flight into Terrain, donc un vol avec un avion en parfait état contrôlé qui vient percuter la montagne, ce que l'on a vu là. Ce qu'il faut savoir, c'est que 84 des accidents de nuit aux États-Unis dans l'aviation plutôt légère, c'est en dehors des nuages. Donc c'est des gens qui voient dehors, mais il fait nuit, on voit moins bien, et donc ça tape. Le NTSB avait sorti un safety alert, une alerte, la numéro 013, où il disait clairement que de nuit, même en VFR, même à vue, il faut passer 2000 pieds au-dessus du relief quand on est en montagne et 1000 pieds minimum au-dessus du relief quand on n'est pas en montagne et qu'il ne faut en aucun cas faire confiance au contrôle pour ce qui est d'éviter le terrain ou les montagnes. Moi, j'ai des bons amis et même moi-même en Tucano, par exemple dans la région de Salon-de-Provence, il y a du relief autour. On a déjà été vectoré, on a déjà eu des consignes de la part du contrôle qui, si nous n'avions pas fait usage de notre sens critique, nous aurait amené à percuter la montagne. Donc c'est notre travail en tant que pilote d'avoir conscience de cette MSA, Minimum Safe Altitude, et de connaître en fait le relief. On a maintenant des superbes outils, Google Maps, mettez le mode terrain, regardez ces images, il faut savoir où se trouve le relief, et là la problématique c'est il faut savoir où vous êtes et toujours avoir conscience que le relief, celui qui est facteur, c'est celui qui est devant vous. En définitive, et par rapport au traitement de tout ça, vous voyez à quelle vitesse ça peut partir en cacahuète. Dire que le brouillage GPS est une étape supplémentaire qui a fait sauter de la sécurité et a pu amener cet équipage à avoir un cercle d'incertitude et à l'amener à prendre des bonnes décisions, augmenter sa charge de travail, oui. Dire que c'est la faute de l'armée américaine, là, non. C'est comme si vous commencez à dire l'avion s'est écrasé parce qu'il y avait du vent. Enfin, il y a un moment, c'est le travail d'un équipage de faire avec de nombreux facteurs. Comment est-ce que l'on fait pour mettre toutes les chances de notre côté? Et je terminerai la partie technique là-dessus. Le threat error management. Le threat error management, on en parle dans le livre Crash, c'est la réponse à ce type de problème dans l'aviation moderne. Là, je suis à Pau. D'ailleurs, on peut dire dans Crash, on parle que ça vient d'un crash de Pau d'une certaine manière. Avant de partir, vous posez la question threat and error management. C'est quoi les menaces? Threat, les menaces extérieures. C'est quoi les erreurs, les menaces intérieures que l'on peut faire et comment on les manage. Et s'ils avaient fait ça, on ne sait pas encore s'ils l'ont fait, mais s'ils l'avaient fait en se focalisant sur le GPS, c'est quoi les menaces du jour?
l'AWOS qui n'est pas disponible, donc on n'a pas le calage, on ne peut pas faire d'approche aux instruments officiellement. Dans tous les cas, on ne peut pas faire de RNAV parce que la deuxième menace, c'est le brouillage GPS. Et donc, tu vas identifier ces menaces et proactivement mettre en place un rempart. Bah, aujourd'hui, le danger, c'est savoir exactement notre position. MEF, il y a les montagnes. ZMini, 11 500 pieds, tant qu'on est à plus de je sais pas, 14 nautiques du terrain. Et en fait, tu vas analyser le problème et mettre en place une strate de protection. Ensuite, au niveau des erreurs, donc c'est interne et là, ça peut être la fatigue de l'équipage ou ça peut être leur manque d'expérience ou le fait qu'ils sont formés à dépendre d'une certaine manière du GPS. Nous, ce qu'on appelait sur Rafale les enfants de la télé. Quand tu es trop dépendant de ta moving map, de ton GPS, c'est beaucoup plus dur pour toi, de garder ta conscience situationnelle quand on te prive de cet écran. Essayez de naviguer, de traverser la France sans votre GPS, vous allez voir, ça ne va pas être la même. On va ressortir les cartes, je suis sûr que vous n'en avez même pas dans votre voiture. Donc ça, c'est les points importants. Il faut l'anticiper. Ils ont eu 50 minutes entre le départ de la mission et entre le déclenchement de la mission et le décollage. C'est des choses à prendre en compte et c'est ce qu'on peut déjà apprendre de tout ça. Maintenant, d'un point de vue purement traitement de la formation, je vous rappelle qu'il y a un an, le 31 août 2025, il y avait un petit scandale avec Ursula von der Leyen, qu'on avait été les premiers à contrer un petit peu le narratif officiel qui était de dire qu'il y avait une tentative d'assassinat à cause de brouillage GPS, que le 4 septembre, l'État bulgare a finalement fait demi-tour en disant qu'il y avait zéro preuve et surtout on vous expliquait que quand il fait beau, 2 jours, bah, avec ou sans GPS, c'est pas ça qui va changer grand-chose en termes de sécurité des vols, parce qu'il y a d'autres systèmes, qu'on a su faire de l'aviation avant le GPS et qu'il faut juste back to basics, revenir aux bases. Donc il y a cette appétence au niveau des médias pour dire plus de GPS égale crash égale danger. Rassurez-vous si je puis dire et rassurez-vous également parce qu'en fait, en France aussi, l'armée fait du brouillage GPS. On a eu les exercices par exemple Black Crow ou alors on a la DGA du côté de Rennes qui a fait, du brouillage GPS. Le danger quand même à bien intellectualiser, c'est que c'est souvent un NOTAM en route, noyé au milieu des autres NOTAM, d'où l'importance de bien observer et de bien lire ces fameux NOTAM qui sont des avis, des informations pour les équipages avant de partir en vol et de réinjecter tout ça dans le Threat and Error Management, surtout à une époque où, afin de réduire les coûts, on a eu de moins en moins d'entretien et de maintien de systèmes de navigation physique au sol, et on a de plus en plus tendu vers une aviation AirNav, GPS, de manière à optimiser les mouvements aériens, malheureusement créant un nouveau talon d'Achille qui est que dès qu'il y a un souci GPS ou dès qu'il y a du brouillage GPS pour les militaires, on perd 30 à 70% de nos approches possibles parce qu'elles dépendent justement du GPS. Donc c'est toujours important en tant que pilote d'avoir conscience de nos talons d'Achille. Les brouillages GPS, c'est gênant, mais le pire, c'est le leurrage GPS qui va vous dire, en fait, vous renvoyer un signal qui va vous dire que vous n'êtes pas là où vous êtes, mais que vous êtes, par exemple, décalé de 2 nautiques ou 3 nautiques. Et ça, c'est le pire du pire. C'est, par exemple, quelque chose qu'on retrouve en ce moment dans la zone, au Moyen-Orient. Il y a eu plus de 50 observations depuis fin 2023. Un aéronef ou un bateau qui pense qu'il a une certaine position parce qu'en fait, on lui a envoyé un faux signal GPS qui vient gêner ces capteurs et alors que vous êtes, on va dire, à la position 0, vos instruments vous disent que tu es à la position 1, qui est par exemple à 2 nautiques plus à droite et ça, c'est clairement pas une situation d'avenir. Donc il faut avoir conscience des limites des outils que l'on utilise, que l'on exploite, revenir aux bases avec le Threat Error Management et ce qui est vrai aux commandes d'un avion est également vrai quand on regarde différentes sources, journalistiques et avoir conscience, eh bien, que par moment, ça push sans essai. Et je vous laisserai avec cette expression. Un push sans essai, c'est ce que l'on dit en combat aérien quand tu as quelqu'un qui commence le combat, qui va engager le combat, mais qui n'a pas la conscience situationnelle. Et ça, je ne vous cache pas qu'on voit de plus en plus de push sans essai. Normalement, dans l'aviation, ça se débriefe. Malheureusement, au-delà du cockpit, ça se débriefe pas souvent et ça vous laisse avec de fausses impressions. C'est comme ça, on en reparlera sur la chaîne en temps voulu. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Push sans essai ou pas de ces médias-là par rapport à ce sujet d'accident sous brouillage GPS américain? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à très vite, on a pas mal de vidéos en montage.
Et puis moi, je continue ma balade. On retourne bientôt sur Arcachon. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vole ensemble ou faire un petit stage. Si vous êtes pilote déjà en activité, venez vous tester sur une demi-journée ou sur une journée. On fait plusieurs vols ensemble. Je vous brief, on vole, je vous teste, on débrief. On va essayer d'identifier un petit peu vos petits talons d'Achille. Essayer de faire de vous un meilleur aviateur de manière tout simplement à vous permettre de ne pas avoir de regrets si un jour vous êtes face à une panne et qu'elle vous chatouille un peu. Fly safe.